Lorsque la tempête se calme enfin, je me libère du sable qui s'est accumulé autour de moi. Mon dromadaire est à moitié enseveli dans le sable, mais il ne souffre guère d'une expérience qu'il a dû vivre plusieurs fois déjà. La tempête elle-même, à première vue, ne nous a pas fait de mal, si ce n'est de me remplir la bouche, les oreilles et les narines de sable et de faire voler la peau de mouton de ma selle. Mais je découvre bientôt mon erreur. Mes propres traces et celles du chameau disparu ont été effacées. Je me retrouve sur un sol vierge. Il ne reste plus qu'à rentrer au camp, ou du moins à essayer de rentrer, en m'aidant du soleil et du sens général de l'orientation qui est presque un instinct chez une personne habituée à voyager dans les déserts. Mais ici, ces deux aides ne sont pas tout à fait fiables, car les dunes de sable ne permettent pas d'aller en ligne droite et donc de garder la direction que l'on a choisie. La tempête m'a donné soif, mais ne prévoyant pas de m'éloigner du camp plus de quelques heures, j'ai bu depuis longtemps la dernière gorgée de ma petite gourde. Cependant, le camp n'est pas bien loin et, bien que mon dromadaire n'ait pas eu d'eau depuis notre dernier arrêt à un puits il y a 2 jours, c'est un vieux baroudeur, et on peut compter sur lui pour me ramener. Je dirige son nez vers la direction où je pense que le camp doit se trouver, et nous partons à vive allure. 1 heure passe, 1 seconde, une 3e, mais toujours aucune trace de Zaïd ou de notre campement. Aucune des collines orangées ne présente un aspect familier. Il serait en effet difficile d'y découvrir quoi que ce soit de familier, même s'il n'y avait pas eu de tempête. En fin d'après-midi, je tombe sur un affleurement de rochers de granit, si rares au milieu de ces étendues de sable, et je les reconnais immédiatement. Nous les avons dépassés, Zaïd et moi, hier après-midi, peu de temps avant de monter le camp pour la nuit. Je suis grandement soulagé, car bien qu'il soit évident que je suis bien au-delà de l'endroit où j'espérais trouver Zaïd, l'ayant probablement manqué de quelques kilomètres, il me semble qu'il ne devrait pas être difficile de le retrouver en allant simplement en direction du sud-ouest, comme nous l'avons fait hier. Il y avait, je m'en souviens, environ 3 heures entre les rochers et notre campement de nuit. Mais après avoir chevauché durant 3 heures, il n'y a aucun signe du campement, ni de Zaïd. L'ai-je encore manqué? J'avance, toujours vers le sud-ouest, en tenant soigneusement compte du mouvement du soleil. 2 heures de plus passent, mais toujours pas de campement, ni de Zaïd. Quand la nuit tombe, je décide qu'il est insensé de continuer plus loin. Mieux vaut se reposer et attendre la lumière du matin. Je descends, j'attelle le dromadaire, j'essaye de manger quelques dattes, mais j'ai trop soif. Je les donne donc au chameau, et je me couche la tête contre son corps. C'est dans un état de somnolence que je tombe, ni tout à fait le sommeil, ni tout à fait l'éveil, mais une succession d'états de rêves provoqués par la fatigue, brisés par une soif qui est devenue peu à peu pénible. Et, quelque part dans ces profondeurs que l'on ne veut pas découvrir soi-même, il y a ce mollusque gris qui se tortille. La peur. Que va-t-il m'arriver si je ne retrouve pas le chemin des Zaïd et de nos citernes? Car, autant que je sache, il n'y a pas d'eau ni de village à plusieurs jours de marche dans toutes les directions. À l'aube, je repars. Pendant la nuit, j'ai calculé que j'avais dû aller trop loin au sud et que, par conséquent, le campement de Zaïd devait se trouver quelque part au nord-nord-est de l'endroit où j'ai passé la nuit. C'est ainsi que nous nous dirigeons vers le nord-nord-est, assoiffés, fatigués et affamés, toujours en suivant les lignes ondulées de vallée en vallée, contournant des collines de sable, tantôt à droite, tantôt à gauche. À midi, nous nous reposons. Ma langue colle au palais et ressemble à du vieux cuir craquelé. Ma gorge est douloureuse et mes yeux sont enflammés. Pressé contre le ventre du chameau avec mon abaya tiré sur ma tête, j'essaye de dormir un moment. Mais je ne peux pas. Dans l'après-midi, nous reprenons la marche, cette fois dans une direction plus orientale, car je sais maintenant que nous sommes allés trop loin vers l'ouest. Mais il n'y a toujours pas de Zaïd, ni de campement. Une autre nuit arrive. La soif est devenue un tourment, et le désir d'eau est la seule et unique pensée qui domine un esprit qui ne peut plus contenir de pensées ordonnées. Mais dès que l'aube éclaire le ciel, j'avance. Le matin, le midi, l'après-midi d'un autre jour. Des dunes de sable et de la chaleur. Des dunes derrière des dunes, et pas de fin. Ou peut-être est-ce la fin de toutes mes routes, de toutes mes recherches et découvertes.
de ma rencontre avec les gens parmi lesquels je ne serai plus jamais un étranger? Ô Dieu, priai-je, fais que je ne périsse pas ainsi. Dans l'après-midi, je grimpe sur une haute dune dans l'espoir d'avoir une meilleure vue du paysage. Comme je discerne soudain un point sombre loin à l'ouest, je pourrais pleurer de joie. Mais je suis trop faible pour le faire. Ce doit être le campement de Zaïd et les citernes, les deux grandes citernes pleines d'eau. Mes genoux tremblent lorsque je remonte sur mon dromadaire. Lentement, prudemment, nous avançons en direction de ce point noir qui ne peut être que le camp de Zaïd. Cette fois, je prends toutes les précautions pour ne pas le manquer. Je chevauche en ligne droite, montant des collines de sable, descendant des vallées de sable, doublant, triplant ainsi notre labeur, mais poussé par l'espoir d'atteindre mon but en peu de temps, en 2 heures tout au plus. Finalement, après avoir franchi la dernière crête de dune, le but est clairement à ma portée. Je retiens le chameau pour regarder le point noir qui se trouve à moins d'un demi-mille, et mon cœur semble s'arrêter de battre, car ce que je vois devant moi est le sombre affleurement de roches granitiques que j'ai passé il y a 2 jours avec Zaïd, et où je suis revenu il y a 2 jours. Depuis 2 jours, je tourne en rond.